Bien, j'ai donc le plaisir de vous présenter Jean-Marie Dubois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je ne pense pas. Mais c'est quelqu'un qui a été, comme vous le savez, président de notre compagnie pendant 3 ans et vous le connaissez bien. Je vais donc être bref et résumer son magnifique curriculum vitae en quelques phrases. Jean-Marie Dubois est directeur de recherche émérite au CNRS et membre de plusieurs académies en Europe. Comme vous savez, ça a été rappelé tout de suite, il fut le fondateur et le premier directeur de l'Institut Jean Lamour, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Lorraine. Il a mené d'importantes recherches sur les quasi-cristaux et les alliages métalliques complexes, recherches dont il a été l'un des principaux instigateurs en Europe. Il a reçu plusieurs prix scientifiques internationaux et il a été reçu directeur honoris causa de plusieurs universités en Chine, aux États-Unis et au Brésil. Il est l'auteur de plus de 400 articles scientifiques, de 14 brevets et de 2 monographies. Il a édité une dizaine d'ouvrages collectifs et organisé une vingtaine de conférences internationales. Il a également donné plus de 300 conférences invitées et séminaires en France et à l'étranger, et encadré une 50aine de doctorants et de postdoctorants. Alors après ce magnifique parcours scientifique, il ne se repose pas sur ses lauriers et s'adonne maintenant à l'une de ses passions, l'astronomie amateur. Vous vous souvenez probablement de la belle communication qu'il avait présentée dans cet amphithéâtre en janvier 2019 sur la récente découverte des ondes gravitationnelles. Ce soir, son propos sera moins complexe puisqu'il va vous parler d'un Lorrain célèbre dans le monde entier, alors célèbre dans le monde des astronomes, qui est donc l'astronome Charles Messier. Jean-Marie, je te laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Bien, merci Gérard pour cette introduction qui montre que le vieillissement, finalement, c'est pas toujours une mauvaise chose. Alors, je vais vous parler de Charles Messier, brièvement, mais tous les mots du titre comptent, et en particulier le mot « fascination ». Et cette fascination pour les astres, c'est ce que je voudrais partager avec vous, plus que l'admiration que j'ai pour Charles Messier. Alors, si j'arrive à faire fonctionner cet objet complexe... Voilà, alors je vais vous parler de Charles Messier rapidement. Je crois que c'est toujours intéressant de rappeler aux Lorrains que Charles Messier est né en Lorraine, pas loin de Nancy, et que c'est un des grands scientifiques que notre région a produite. Ensuite, juste 2 mots de technique, et je vous convierai à une randonnée d'1 quart d'heure dans les cieux pour vous montrer quelques nébuleuses, puis quelques galaxies. J'en profiterai pour évoquer une supernova célèbre, vous dire que, en fait, dans les cieux, contrairement à ce que nous voyons, tout bouge, il suffit d'attendre suffisamment longtemps. Et puis, je vous donnerai 2 conclusions. Alors, voilà une photo, enfin un portrait de Charles Messier quand il avait à peu près 40 ans. C'était un garçon né dans une bonne famille à Badonvillers, qui était à ce moment-là la capitale de la principauté de Salm. Il était le 10e d'une fratrie de 2 enfants. Et la maison où il est né existe toujours à Badonvillers. On peut la voir, elle est dans la rue principale. Il y a rien à visiter, mais il y a une plaque qui rappelle que Charles Messier était né à cet endroit. Alors il s'est formé à l'astronomie auprès d'un astronome célèbre de l'époque, et il est devenu, à 41 ans, l'astronome de la marine, un poste qu'il a occupé jusqu'à sa mort. Alors il était astronome de la marine, mais il travaillait et vivait à l'observatoire de l'hôtel de Cluny à Paris. Donc je ne crois pas qu'il soit jamais monté sur un
sur un bateau. Il a été membre de nombreuses académies, de pratiquement toutes les académies européennes, dont évidemment l'Académie française, et il était correspondant de l'Académie de Stanislas, que nous connaissons bien à Nancy, et il est mort à Paris au début du XIXe siècle. Ce qui veut dire qu'il a vécu assez longtemps, 87 ans pour l'époque, c'était pas mal, et il a traversé les règnes de Louis XV, Louis XVI, la Révolution, la Terreur, Napoléon et Louis XVIII. Et il ne lui est rien arrivé de grave, contrairement à Lavoisier ou d'autres, vraisemblablement parce que il était tranquillement installé en haut de sa tour à l'hôtel de Cluny à Paris, et il a évité de descendre dans la rue trop souvent. Alors son œuvre, c'est essentiellement un catalogue, parce qu'il avait commencé par découvrir un assez grand nombre de comètes. Louis XV l'avait surnommé le furet des comètes. Et à l'époque, tout le monde s'intéressait aux comètes, et tout ce qui brillait un peu moins que les étoiles était pris pour une comète. On a notamment des petites taches floues qui ne bougeaient pas. Et Messier a décidé de faire un catalogue de ces taches. Il faut se souvenir qu'à l'époque, le ciel n'était pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, et on devait voir un peu plus de nébulosité dans le ciel. Aujourd'hui, on peut à la rigueur voir Andromède par un ciel bien noir, à l'œil nu, mais sinon on ne voit rien. Et donc il a établi un catalogue en observant lui-même ou en ajoutant une ligne lorsqu'un de ses amis lui donnait les coordonnées de ce qu'il avait observé. Il vérifiait qu'il y avait quelque chose, mais ce catalogue, c'est en fait le guide Michelin de l'astronome amateur. Alors il y a 102 entrées d'objets dits de Messier, et puis au XXe siècle, on a rajouté quelques objets, mais bien entendu, on a fait d'autres catalogues. Maintenant, on connaît des milliards d'entrées grâce aux satellites qui ont fait des relevés automatiques. Mais le catalogue de Messier reste une base pour les astronomes débutants. Et il y en a même qui font le marathon de Messier, qui consiste à visiter tous les points qui sont sur cette carte du ciel en une nuit. Alors, à la latitude de Nancy, c'est pas faisable, mais si on est dans l'Arizona, par exemple, où il y a des beaux cieux bien noirs, on peut faire ça. Donc voilà, le catalogue de Messier fait que ce nom lorrain est prononcé par tous les astronomes amateurs dans le monde, et même par les astronomes professionnels. Alors juste un peu de technique, parce que je vais vous montrer des photos des objets de Messier et d'autres. Quand Messier travaillait, il avait des lunettes qu'on ne pourrait pas vendre de nos jours tellement la qualité était mauvaise. Ça permettait juste de voir des petites taches floues. Maintenant, un astronome amateur peut acheter un télescope pour pas très cher et voir beaucoup plus de détails dans les objets du ciel. Alors, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la capacité de grandissement, ou le champ qui est couvert par le télescope, et c'est inversement proportionnel à la longueur focale. Et puis la résolution angulaire, c'est-à-dire la capacité à distinguer deux points proches ou deux étoiles proches, qui, elle, est proportionnelle à l'ouverture du télescope, au diamètre, et inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Alors voilà le télescope que j'utilise. En fait, il y a deux composantes. Une petite lunette qui est placée au-dessus, là, avec le T, qui me sert aussi à guider le télescope, mais j'ai pas le temps de parler de ça, dont l'ouverture permet en principe, de distinguer deux points éloignés de 2 km à la surface de la Lune. Bon, en fait, avec les turbulences de l'atmosphère, c'est au moins 10 fois moins bien que ça, voire plus.
Et c'est pour ça qu'on envoie des télescopes au-delà de l'atmosphère terrestre, le Hubble et le James Webb dont j'ai eu l'occasion de parler ici. Mais le James Webb qui travaille à des longueurs d'onde bien plus grandes que les lumières visibles et à peine plus résolu angulairement que le gros télescope que vous voyez ici, qui a une ouverture de à peu près 36 cm, tout simplement parce que la longueur d'onde du James Webb est dans l'infrarouge et pas dans le visible. Alors voilà, donc on va aller voir ce qu'on appelle aujourd'hui des nébuleuses. Ça n'a plus le même sens que du temps de Messier. Maintenant, des nébuleuses, ce sont des régions de notre galaxie qui permettent de faire des observations. À l'époque de Messier, c'était tout ce qui n'était pas une étoile dans le ciel. Et puis, je vous montrerai quelques galaxies visibles depuis l'hémisphère nord. Donc, on va commencer avec la Voie lactée, chez nous, quelques nébuleuses, et puis ensuite, on ira un peu plus loin, voir la galaxie du Triangle et d'autres galaxies. Alors ça, c'est à 2,7 millions d'années-lumière. Une année-lumière, c'est 9600 milliards de kilomètres. C'est une unité pratique pour les dimensions qui nous intéressent. Et puis, une fois qu'on aura visité les proches voisins de la Voie lactée, on ira un peu plus loin dans notre amas, la partie en jaune, qui s'appelle l'Aniakea, c'est un amas d'amas de galaxies. On est toujours proche des beaux quartiers, hein, on s'approche du périphérique, mais on ne va pas guère plus loin. Et on franchira à peine le périphérique en allant voir le superamas d'Hercule, un objet qui se trouve à 350 millions d'années-lumière. Hein, mais je vous rappelle, comme Gérard Scacchi nous l'a enseigné, que le rayon de l'univers observable, à l'heure où je vous parle, c'est 4,5 milliards d'années-lumière. Donc on ira à peine plus loin que le périphérique. On n'ira pas très loin. 46. Hein, ce qui est, voilà. Alors pourquoi ? C'est, contrairement à ce que vous imaginez peut-être, la lumière se traîne à l'échelle de l'univers. C'est même pas la vitesse d'un escargot. J'ai fait le calcul pour comparer le temps. Si vous regardez Andromède, les photons que vous recevez sont partis il y a 2,5 millions d'années-lumière. 2,5 millions d'années, c'est le temps que prendrait une voiture qui roulerait à 100 km/h sur l'équateur et qui ferait 55 millions de fois le tour de la Terre. La lumière se traîne à l'échelle de l'univers et on n'ira pas voir ni les astéroïdes, ni les comètes, tout ça, parce qu'on n'a pas le temps. Les photos que je vous montre sont telles qu'elles sortent du télescope, traitées évidemment sur ordinateur, mais pas forcément inversées. Et certaines sont en fausse couleur, parce que j'utilise des filtres à bande étroite pour regarder le soufre, l'hydrogène et l'oxygène, ce qui donne des informations supplémentaires et souvent me permet de m'affranchir de la pollution lumineuse. Alors quelques nébuleuses, choisies de manière totalitairement arbitraire. Il en existe plusieurs sortes. Souvent on les appelle planétaires parce qu'elles font penser à des planètes qui tournent autour du Soleil, mais ça n'a rien à voir avec... c'est juste la terminologie. Par exemple, dans la constellation d'Orion, alors il y en a en réflexion, des obscurs, etc. La constellation d'Orion, c'est ce qu'on voit au sud en hiver, avec la ceinture de 3 étoiles, les bras et les jambes. Je l'ai photographié ici. Voilà, les bras sont là, la ceinture est ici, et les jambes sont là. Et ici, à l'œil nu, on voit une tache floue, c'est ce qu'on appelle la nébuleuse d'Orion. Et puis au-dessus de l'étoile, un peu plus haut, il y en a une autre que je vais vous montrer, et qui ne se voit pas à l'œil nu. Alors voilà, ça c'est ce que on voit dans la
la nébuleuse d'Orion en fausse couleur. Et on voit en fait l'explosion qui donne la nébuleuse, qui envoie des gaz, et on distingue même que les plus légers sont ceux qui vont le moins loin, et les plus lourds sont ceux qui vont le plus loin. Ben c'est 1,5 de MV au carré. Voilà la nébuleuse au-dessus de la ceinture d'Orion. C'est la nébuleuse de la Flamme qui est ici. Et ici, la célèbre nébuleuse de la tête de cheval, que vous avez certainement vue dans la littérature. Alors avec le gros télescope, on peut l'agrandir. Voilà, on voit bien la tête d'hippocampe plutôt que de cheval. Ça fait une demi-année-lumière de dimension. Et si vous demandez à Elisabeth Bauer-Gross, elle vous expliquera qu'il y a du graphite qui a été détecté dans la tête de cheval. Voilà, alors ce qu'on appelle nébuleuse aujourd'hui, c'est toute région de la Voie lactée qui perturbe la progression de la lumière. Alors voilà une célèbre nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de la Rosette. Alors on a l'habitude de voir la Rosette en rouge, et elle est effectivement rouge en lumière visible normale, mais là elle est en fausse couleur, et donc l'hydrogène qui apparaît en vert se voit en rouge avec notre œil normal. Et on peut se rendre compte que c'est une région immense du ciel. Voilà la Lune photographiée à peu près à la même échelle. Et cet objet ici, c'est à peu près 3 fois la taille de la pleine Lune. D'où la nécessité d'utiliser différents télescopes pour s'adapter à la dimension des objets. Bon, voilà d'autres exemples. Alors, là, une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de l'Alter. En fait, c'est une nébuleuse c'est une étoile qui a explosé. J'ai pas mis la photo de l'objet agrandi, mais on verrait sinon au centre l'étoile, le résidu de l'étoile qui a explosé. La nébuleuse de la Bulle, c'est une bulle de gaz, mais elle fait à peu près 1 année-lumière de diamètre. C'est un objet immense, et c'est pas une bulle de savon. Une nébuleuse qui est produite par la réflexion de la lumière sur un nuage de poussière et de gaz. Ça s'appelle la nébuleuse de l'Iris. Et puis la nébuleuse de l'Hélice, par contre. Alors ici, on voit en fait l'étoile qui a explosé, elle est ici, juste au centre. Et ces gaz se propagent après l'explosion. En voilà une qui est plus célèbre, c'est la première entrée du catalogue de Messier, et c'est une étoile qui a explosé en 1054. Et on a des documents qui en attestent, venant de Chine et d'Amérique du Sud, du temps des Incas. Et rien ne vient d'Europe, pour une raison qui paraît toute simple, c'est qu'à l'époque, la religion interdisait de dire qu'il y avait quelque changement que ce soit dans la sphère des fixes, c'est-à-dire dans les étoiles qu'on voyait. La création de Dieu était immuable, parfaite et pour toujours, et il valait mieux ne pas contester le dogme. Giordano Bruno a eu la mauvaise idée qui était un moine au XVIe siècle, il a eu la mauvaise idée de prétendre que, au-delà des étoiles, il y avait d'autres univers et que la création divine était beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Et il a fini sur le bûcher, ce qui a calmé les ardeurs de ses contemporains en Europe. Alors au centre de cette nébuleuse, il y a une étoile qui résulte de l'explosion en supernova de la précédente. Je vous parlerai des supernovas dans un instant. Et aujourd'hui, c'est une étoile qui s'est ratatinée sur elle-même
avec une densité absolument phénoménale. 1 centimètre cube, ça pèse plusieurs milliers de tonnes. Et ça tourne sur un axe en émettant un signal magnétique qu'on détecte sur Terre quand il veut bien balayer la surface de notre planète. Alors la voilà, elle est à nouveau en fausse couleur et ça fait à peu près 11 milli-lumière de longueur et nos confrères de la Société astronomique de Lorraine ont mesuré la vitesse d'expansion des gaz en attendant suffisamment longtemps et en faisant 2 photos identiques, et c'est à peu près 1000 km par seconde. Et voilà, jusqu'au jour où ces gaz se seront dilués dans l'espace et auront amené sur les planètes comme la nôtre les métaux qui résultent de l'explosion de l'étoile. C'est comme ça qu'on retrouve sur Terre des métaux plus lourds que le fer, simplement par comme le disait Hubert Reeves, nous sommes des poussières d'étoiles, parce que les étoiles, quand elles explosent, ensemencent le cosmos. Alors on va passer aux galaxies. Ça, c'est la galaxie pour les amateurs. Avec de bonnes jumelles, vous la distinguez, et en particulier, vous voyez assez bien les deux composantes, hein, une petite galaxie qui est en train d'être ténabélisée par la grande. C'est quoi? C'est une galaxie, c'est un ensemble de milliards d'étoiles, de gaz, de poussière, qui est soumis à la gravité, qui a un mouvement propre. Et cette gravité, elle est engendrée par la matière que l'on voit, mais aussi par ce qu'on appelle la matière sombre ou la matière noire. En fait, c'est une matière transparente dont on est obligé de tenir compte pour comprendre la cinématique des galaxies, mais que pour l'instant, personne n'a jamais réussi à identifier. Est-ce que ce sont des particules nouvelles? Est-ce que c'est des composantes qui n'émettent pas de rayonnement? On ne sait pas vraiment. Et on pense qu'il y en a à peu près 5 fois plus que la matière que l'on voit. Alors voilà, des galaxies, avec mon télescope, j'en peux en voir là les jaunes qui sont pas très chaudes, ce sont des galaxies lenticulaires ou elliptiques, puis des bleus, des galaxies plus chaudes, parce qu'elles émettent dans une longueur d'onde plus courte. On voit la forme elliptique, et puis au centre, voilà, 2 galaxies qui sont bien visibles, une vue par la tranche et une vue de face. Et celle qui est vue de face, eh bien, si on regarde le mouvement des étoiles à sa périphérie, en appliquant les lois de Kepler, on se rend compte qu'il faut imaginer un trou noir au centre de la galaxie qui fait à peu près 100 millions de fois la masse du Soleil. Sinon, on ne comprend pas le mouvement des étoiles. Alors, la galaxie du Triangle, elle fait partie de notre groupe de galaxies. Là, on sort à peine des beaux quartiers. Elle est à 2,7 millions d'années-lumière de nous. Elle fait 60 000 années-lumière de dimension. Elle occupe une certaine région du ciel. Et la voilà vue avec le petit télescope. Ça se voit assez facilement. Avec des jumelles, on voit à peu près la même chose. Et puis si on agrandit avec le gros télescope, voilà la galaxie du Triangle, avec en particulier des zones très actives qui émettent plus de lumière que les autres et où se forment de nouvelles étoiles. Alors d'autres galaxies, voilà, une lenticulaire, une barrée, on voit très bien la barre entre les 2 spirales. Une spirale intermédiaire, ça c'est quand on ne sait pas bien de quel côté il faut pencher. Alors, voilà, gardez surtout celle-ci, qui a été découverte par un astronome anglais. C'est celle qui est au centre de l'image,
Et à la fin, je vous montrerai une photo rapprochée de celle qui est à gauche. Ensuite, découverte par Bode, puis par un ami de Messier, qui s'appelait Méchin, qui a dit à Messier, il y a une galaxie à tel endroit. Messier a vérifié, il l'a inscrit à son catalogue, et comme il était au numéro 80, il a ajouté 1, donc c'est devenu M81. Alors la voilà vue de plus près, et à nouveau, on se rend compte que au centre, il y a forcément un trou noir, si on veut comprendre le mouvement des étoiles périphériques, qui fait plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Et si je travaille en fausse couleur, en codant l'hydrogène en vert, eh bien on se rend compte que sur la périphérie, et pas au centre, on a des zones très actives, qui sont les zones où se forment les étoiles. Alors cette galaxie, si on regarde cette image, on se rend compte qu'elle est assez proche de l'autre, qui s'appelle M82. Et donc vous pouvez imaginer qu'il y a des forces de marée absolument extraordinaires qui sont dues à la masse des deux galaxies, hein, l'attraction gravitationnelle de Newton simplement. Et c'est ces forces de marée qui activent la formation des étoiles et des émissions d'hydrogène dans l'autre. Alors en voilà une que les amateurs aiment bien, c'est M101, pardon. Et vous voyez que là, il y a clairement un centre qui est bien marqué, mais la galaxie n'est pas symétrique par rapport au centre. Alors je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et si on regarde ce bras, ici, il y a 2 ans, un astronome amateur japonais a observé l'explosion d'une étoile. C'est une supernova. Alors j'avais fait moi-même des photos avant le japonais et après le japonais, et on voit ici un point brillant qui est apparu. Alors au moment de l'explosion, cette étoile a rayonné à peu près autant de lumière que tout le restant de la galaxie. Ça dure une fraction de seconde, et ce qui se passe, c'est simplement que l'étoile est venue à bout de son carburant thermonucléaire. Donc le rayonnement qui est émis par les réactions de fusion thermonucléaire ne compense plus l'action de la gravité. Donc l'étoile s'effondre sur elle-même, les couches externes rebondissent et s'en vont, comme je l'ai montré tout à l'heure, dans les nébuleuses, et il reste au centre, selon la masse de l'étoile, soit ce qu'on appelle une naine blanche, soit une étoile à neutrons, soit même un trou noir. Alors c'est quelque chose qui n'est pas rare. Dans tout l'univers, il s'en produit constamment. Dans notre galaxie, on n'en a pas vu depuis un moment. On aimerait bien qu'il y en ait une Bételgeuse, si elle voulait bien exploser dans la constellation d'Orion. Ça animerait un peu les clubs d'astronomie. Alors, Edwin Hubble, qui a mis en évidence expérimentalement l'expansion de l'univers, a fait une classification des galaxies, et il a fait simple. Donc, il a trouvé que les galaxies évoluaient de elliptiques vers les spirales, et avec un centre de symétrie, pour que ce soit quand même plus simple. À l'époque, il n'y avait pas de simulation numérique, il faut dire. Bon, en fait, c'est pas exactement comme ça, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se produit. Mais surtout, ce qu'on observe dans l'univers, très souvent, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et les belles galaxies bien formées, en dehors des galaxies elliptiques, sont finalement assez rares. On voit plutôt des trucs distordus. Et ça a été le
l'œuvre de la vie de Alton Harp, de montrer que les choses bougent dans l'univers et que les galaxies qui ne répondent pas à la classification de Hubble sont finalement assez fréquentes. Alors je vais vous en montrer quelques exemples. L'un des plus célèbres, c'est ce qu'on appelle la galaxie des antennes. Alors à cause de la lumière, on ne voit pas qu'il y a deux branches qui sortent ici, comme ça et comme ça. Mais en fait, ce sont deux galaxies qui sont en train de s'interpénétrer. C'est ce qui va nous arriver dans pas très longtemps, quelques milliards d'années, quand la galaxie d'Andromède fusionnera avec la Voie lactée. Alors voilà d'autres exemples. Ici, on voit aussi deux galaxies qui interagissent. Bon, c'est plus clair sur cette photo. Vous avez une galaxie spirale. Ici, une autre qui est plutôt inclinée. Et si on agrandit cette région, eh bien, on voit les ponts de matière qui vont d'une galaxie à l'autre. Voilà. Alors, on arrive à la fin de la randonnée. Je vais vous montrer le quintet de Stéphan, qui a été découvert par Monsieur Stéphan, qui était un astronome marseillais de la fin du 19e, début du 20e. J'aime bien sa tête, il a une belle moustache. Et il a observé cet objet où on voit 5 galaxies, une assez proche, qui est à 40 millions d'années-lumière de nous, et 4 autres qui sont beaucoup plus loin, à 340 millions d'années-lumière. Alors, on peut agrandir, et la résolution du télescope est encore suffisante pour voir en particulier les ponts de matière ici, qui sont dus à l'action d'un trou noir énorme qui se trouve ici, et l'interaction de ces deux galaxies qui aussi éjectent de la matière. Voilà, alors on est arrivé à la fin de notre randonnée, on est à 340 millions d'années-lumière. C'est cette distance en kilomètres. Si vous m'autorisez 3 zéros de plus, je vous la donne en mètres, hein, c'est pas compliqué. Mais ce qui est important, c'est que contrairement à l'ancienne croyance, rien n'est fixe et l'univers lui-même s'étend en permanence. C'est la loi de Lemaître Hubble. Il faut admettre que tout bouge. Alors deux conclusions. La première, c'est que l'astronomie, fût-elle amateur, incite à la modestie. Parce qu'on sait énormément de choses sur presque rien, et on est loin de tout savoir sur ce qu'on voit. Mais ce qui est le plus important, c'est tout le reste, parce que ce qu'on voit, c'est 5% du contenu. Et même ce 5% est en ce moment remis en cause, on n'en est pas absolument certain. Donc il faut vivre avec ça. Et puis souvent on me dit, est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Il n'y a aucune raison. Parce que vu le nombre de galaxies proches de la nôtre, de systèmes, on connaît les exoplanètes, etc., il n'y a aucune raison qu'on soit seul dans l'univers. Alors c'est un point que le grand physicien Enrico Fermi, si vous venez le 23 juin à mon autre conférence, je vous parlerai à nouveau de Fermi parce qu'il a travaillé sur les métaux. Fermi avait insisté sur ce paradoxe. Il n'y a aucune raison qu'on soit seul dans l'univers et pourtant on a reçu la visite de personne et on n'a pas reçu de signal qui nous démontre l'existence d'une autre civilisation que la nôtre. C'est peut-être tout simplement parce que la fenêtre temporelle durant laquelle une civilisation peut communiquer est tellement étroite que cette civilisation s'est détruite ou a disparu avant d'avoir eu le temps de trouver les moyens de communiquer ou de voyager. Et quand on voit le comportement de certains de nos dirigeants planétaires en ce moment, ça confirme
mon hypothèse. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes que la Terre. Et récemment, au mois d'avril, ça aurait pu être une brève, l'université de Cambridge a fait un rapport qui montre qu'avec le télescope James Webb, en travaillant dans l'infrarouge, il y a une exoplanète qui contient dont l'atmosphère contient 2 molécules qui sont uniquement associées à la vie sur Terre. Alors évidemment, ça a excité les autres astronomes, et comme le disait Carl Sagan, des découvertes extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Donc on n'est pas absolument certain. Mais cette exoplanète qui est pas très loin de Nancy, 124 années-lumière, c'est pas impossible qu'elle recèle, en plus de l'eau et du méthane, sûrement aussi du CO2, ces 2 molécules. C'est ce qu'on voit sur ce diagramme ici. C'est des molécules qui sont produites sur Terre uniquement par le phytoplancton. Bon, ça reste à confirmer. Pour l'instant, il n'y a pas lieu de paniquer. Et on va se contenter de cette citation pour finir. La meilleure preuve qu'il existe une intelligence extraterrestre et que personne n'a essayé de nous contacter. Voilà, alors si vous voulez, j'ai presque fini. Si vous voulez en savoir beaucoup plus, je vous engage à rendre visite à la Société Lorraine d'Astronomie, dont je ne fais pas partie, j'ai pas d'action dans la matière, mais ils sauront vous renseigner. Bien entendu, je voudrais remercier Gérard Scacchi pour avoir accepté de modérer, mais aussi pour les conférences qu'il a faites, et Guy Vaucel de l'Académie de Stanislas, qui m'a communiqué beaucoup de renseignements sur Messier. Et voilà mes sources. Alors évidemment, Wikipédia, on trouve tous. On peut apprendre l'astronomie seul en utilisant le net, les objets de Messier, le livre de Harp sur les galaxies particulières, et une petite merveille de Christophe Galfard, Voyage vers l'infini, qui contient des photos absolument superbes sur l'astronomie. Voilà. Merci pour votre attention. Et ça, c'est M82 dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous remercie.